à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir tout le monde, bienvenue, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, bonjour public, vous êtes formidables, merci d'être là, merci à vous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, votre émission préférée, on va parler de politique encore une fois ce soir, ça va être trop cool, et je suis avec toujours les meilleurs, mes chroniqueurs et chroniqueuses, bonsoir à tous les trois, bonsoir Adèle, comment tu vas? Bonsoir Jean, je vais très bien et je suis ravie de vous retrouver, ça faisait un mois. Mais oui, ça faisait un mois qu'on t'avait pas vu. C'était le monde d'avant Borne. C'est vrai, c'était encore le gouvernement Castex, c'était si différent. Quoi. C'est une autre époque. Hein. C'était qui le président de la République? Ah non, c'était le même. Non, tout n'a pas changé. Et toi alors depuis un mois du coup, qu'est-ce que t'as foutu? Comment ça va? Moi ça va très bien, j'ai pas mal travaillé et j'ai fait un petit projet assez rigolo avec l'ADN, le magazine que je vous invite à aller voir, c'est l'ADN.eu, enfin EU. Et on a un petit projet avec des humoristes, on essaye de vulgariser des concepts parfois un petit peu abscons des sujets d'innovation, tu vois, les NFT, le métavers, les trucs comme ça. Ça marche bien ça en ce moment. Ouais. Et puis il faut vulgariser, ce que j'ai toujours pas compris. Donc, voilà. c'est bien. Donc je vous invite à aller voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux de l'ADN. Ok, et c'est cool, ça fait plaisir de te voir en tout cas Adèle pour cette nouvelle édition de Backseat. Bonsoir Léa. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Ça fait plaisir de te voir. Bah oui. What's up, t'en es où toi? Alors, j'ai une bonne nouvelle. J'avais lancé une campagne de crowdfunding il y a quelques jours, une vingtaine de jours, pour permettre en fait de décliner mon podcast qui s'appelle Popol, qui est un podcast d'actualité politique où je fais intervenir que des meufs, pour le décliner en newsletter bimensuel. Okay. Et on a franchi donc le premier palier, bam, et du coup ça veut dire qu'on va pouvoir publier la newsletter à partir du 7 juin. Bravo, donc, je mettrai un petit lien, ce sera une newsletter bimensuelle où il y aura de la vulgarisation politique, on parlera aussi de parcours de personnes engagées, tout ça. Et donc là, si on atteint le deuxième palier, j'en ferai un deuxième podcast où j'interviewerai des femmes engagées politiquement, que ce soit de manière partisane, institutionnelle ou pas. Mais un autre que Popol. Un autre que Popol, c'est un spin-off de Popol qui s'appellera Popol Talks. Donc on ne sera pas sur un talk show, on sera vraiment sur un entretien individuel, sur le même format que je l'ai fait pour les interviews que j'ai menées pour le livre. Donc on rentre un peu dans l'intimité de la personne, comprendre un peu le pourquoi du comment, voilà. Et il est à combien ce deuxième palier du coup à atteindre? Il est à 15K et on est à presque 11 000, donc c'est peut-être jouable, il reste 8 jours. Il reste 8 jours pour réussir à avoir 15 000 € pour faire un spin-off de Popol. Trop cool, écoute, ça fait plaisir. Ouais. Très content de t'avoir aussi Léa cette semaine. Bonjour Usul. Bonjour. Est-ce que ça va toi? Wow, ouais. Oui, je fais ça toutes les semaines, je fais ça. Oui, non, c'est vrai que tu fais toujours la même chose. Je fais jamais. Ouais, génial, franchement, trop bien. C'est vrai que t'es assez stable. Ouais, c'est assez constant. La continuité, c'est ce que veulent les Français. Ouais, c'est vrai. De la stabilité, non, c'est vrai. T'es un peu la République en marche. Putain, ça commence. Tu représentes pas une rupture, disons. Non, pas trop. Pas toutes les semaines, quoi. Voilà. T'as sorti une vidéo depuis la dernière fois ou non, je crois pas. J'ai rien branlé. T'as rien branlé. T'as préparé l'émission de cette semaine. Non, c'est pas vrai. Il y a OLG lundi qui sort sur. On se pose une vraie question. Hein. Pourquoi les candidats du RN sont aussi nuls? Ah oui, tu fais référence à ces interviews de France 3. On a tous vu des moments malaises avec des candidats localement du RN qui sont là, qui bug. Je sais pas, j'ai pas préparé. Pourquoi ils les envoient comme ça à l'abattoir? C'est qui ces gens? Pourquoi? Ok, d'accord. Et donc tu essayes de répondre à cette question. Nuls. Pourquoi ils sont pas formés? Comment ça se fait? Bon voilà, on répond vraiment à la question tout en se délectant évidemment des meilleures interventions, des meilleurs candidats dans les meilleures circonscriptions. Pour ça, on a épluché des débats locaux, France 3 Dordogne, France 3 machin. On est allé chercher les meilleurs champions qu'on pouvait trouver du RN. Et il y a de quoi faire un sacré ménagerie. Ok, voilà. Donc c'est à découvrir lundi prochain sur la chaîne YouTube de Mediapart. Exactement. Vous couperez au montage? Voilà, vous couperez. Non, il n'y a pas de montage, c'est comme nous, c'est en direct. Moi, j'ai sorti une vidéo FAQ sur ma chaîne YouTube. J'ai vu ça. Parce qu'en fait, c'est une réflexion qu'on s'est fait, parce que moi, j'ai beau essayer de vulgariser au maximum pour un maximum de gens, je suis le premier parfois à jargonner, à utiliser des concepts, à parler comme ça de cohabitation sans rappeler de quoi on parle. Et du coup, on a fait une vidéo, je réponds à toutes vos questions, même les plus simples, même les plus basiques, etc. Et donc, c'est une première édition qu'on a sortie sur la chaîne YouTube et qui est assez bien reçue par les gens, donc ça fait plaisir. Voilà, pour toutes ces personnes qui se posent des questions sur la législative, le gouvernement, je comprends pas, j'ai entendu parler de ça, what the fuck. Donc voilà, donc ça fait plaisir et c'est cool. Au menu ce soir, chers amis, on va parler du coup des sujets de la semaine, évidemment le remaniement, pas le remaniement, le nouveau gouvernement. On va recevoir un invité de la semaine, c'est le très bon Zach Nani qui a accepté notre invitation et qui va venir nous parler de ses activités et de son rapport à la politique et ça me fait super plaisir. Et en deuxième partie d'émission, on recevra notre invité politique cette semaine, il s'agit de Clément Beaune qui a été renouvelé au gouvernement, il est ministre délégué chargé de l'Europe et il est par ailleurs candidat
à une élection législative à Paris. Voilà pour le programme de cette émission de Backseat. Et on a un ministre quand même, du coup. Et du coup, on a... non, ça va, ça déconne pas. On a un ministre délégué. Ministre délégué. C'est sûr, on dit comme ça Clément Beaune. Les gens, ils disent quoi, Clément Beaune? Mais un ministre là-haut. Non, puis ministre chargé de l'Europe, on est quand même sur. Pas, voilà. Non, mais merde, ça va, on se respecte quand même dans cette émission. Pas des droits des femmes, parce que ça, vraiment. Et puis, il était secrétaire d'État et il est devenu ministre délégué. Donc, c'est encore plus. Il y a eu un level up, il a eu un buff, mais il faudra qu'il nous explique ce que ça. What the fuck. Ça sera ma première question d'ailleurs. Allez, c'est parti, les amis. On commence avec les sujets de la semaine. C'est parti pour les sujets de la semaine. Let's go. Merci le public. Sujet de la semaine, ça y est, on a un gouvernement. Non mais c'est quand même vachement bien timé cette série. On a un président de la République, on a une première ministre, maintenant on a un gouvernement, et puis ensuite on aura un nouveau parlement. Non, c'est bien foutu, c'est bien timé. Il se cale sur Backseat. Et il se cale sur Backseat, c'est prévu, ça a été vu avec l'Élysée, donc ils ont un peu rushé le truc pour présenter du coup un gouvernement. Elisabeth Borne, la première ministre, a présenté son équipe gouvernementale, sa première mouture, parce qu'on sait qu'il y aura des aménagements à la marge, comme c'est à peu près toujours le cas après les législatives. On sait pas. Si, ils l'ont dit notamment parce qu'il n'y a pas de. On va en parler. Si Ensemble est élu et remporte une majorité. Oui. Tu as raison. Si Ensemble remporte une majorité. Comme si les dés étaient déjà pipés. Bien vu, Léa, absolument. Si d'aventure il y avait une majorité Ensemble à l'Assemblée nationale le 19 juin prochain, au soir du second tour, on aurait d'autres nominations, notamment parce qu'il manque au casting quelqu'un qui s'occupe du logement, quelqu'un qui s'occupe du transport. Je sais plus ce qu'il manque d'autre, mais il manque quelques trucs. Il manque Marlène Schiappa. Il manque Marlène Schiappa, mais justement, casting renouvelé. On va les faire les sortants, mais justement, casting renouvelé, et en même temps, est-il si renouvelé que ça, ce casting? Parce qu'on a quand même des ténors qui sont maintenus, notamment aux postes clés, les postes les plus importants. On retrouve Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. On retrouve Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. On retrouve comme ça quelques têtes importantes qui sont maintenues, notamment aux postes les plus importants. On sent la volonté d'Emmanuel Macron d'être dans la continuité de son premier mandat. Voilà. C'est drôle parce que tout à l'heure, tu as dit en intro, le remaniement a eu lieu, alors qu'en fait c'était un nouveau gouvernement, mais ton lapsus est tout à fait juste. On a l'impression d'un remaniement, effectivement. On a l'impression on nous a vendu beaucoup de changements, de nouveautés, et en fait 15 ministres sont renouvelés sur 28. Je ne suis pas très bonne en calcul mental, mais ça veut dire qu'il y a 13 nouveaux. Il n'y a que 13 nouveaux, ce qui n'est pas moins énorme. De la moitié. Emmanuel Macron avait promis un changement dans son deuxième quinquennat, mais davantage sur la méthode. On ne voit pas vraiment beaucoup de changements, notamment sur la ligne politique, parce que ça reste la droite qui tient les postes clés du gouvernement. Ça change pas, ça change pas plus que ça. Je le redis. Bruno Le Maire, les finances, l'intérieur, etc. Même que là, aux affaires étrangères, Le Drian s'est barré au profit de Colonna. Oui, de Catherine Colonna, qui est une chiracienne, donc nouvelle ministre de la. Encore un ministère régalien qui est joue à quelqu'un issu de la droite. Exactement. Mais c'est rigolo parce que les ministères de sujets dits de gauche sont en revanche dans les mains de gens de gauche. La culture, l'éducation nationale. Donc c'est assez marrant comme ça a été organisé. Mais non, mais c'est vrai, c'est très macronien comme manière d'organiser le gouvernement. Il y a quand même un truc que je voudrais qu'on souligne, c'est quand même dans les départs de ce gouvernement, il y en a 3 qui sont partis. Blanquer, Vidal, Schiappa, qui sont les 3 qui représentaient cette ligne anti-islamo-gauchisme, qui avait fait de ce thème un espèce de marqueur. Sarah El Haïry également, tu as raison. Qu'on regrette aussi, beaucoup. Notamment pour ses vidéos Instagram. Ces 4-là ont quitté le gouvernement alors qu'ils marquaient cette ligne-là. Est-ce qu'il faut y voir une volonté d'Emmanuel Macron de tourner cette page de la lutte anti-woke? Est-ce qu'il y a un signal qui a été envoyé par la victoire, le très bon score de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle? Mais ce soir, Est-ce qu'Emmanuel Macron a compris ce message-là en se disant on va un peu laisser tomber ce combat-là, Usul? Je pense que ça a été plus concret que ça. C'est-à-dire, je pense que c'est des ministres qui l'ont emmerdé. C'est des gens qui avaient en effet leur agenda, leurs obsessions, qui ne cadraient pas nécessairement systématiquement avec les obsessions, avec les problèmes du moment en fait. Ils poursuivaient leur truc. Alors prenons des exemples très concrets. Vidal se lance à la chasse aux islamo-gauchistes dans les universités au moment où il y a des problèmes de Covid dans les amphis et des problèmes d'étudiants qui font la queue à l'aide alimentaire. Et c'était peut-être un peu malvenu. Je crois que l'Élysée a peu apprécié, effectivement. Voilà, c'était un peu malvenu, puis c'était de son initiative, on lui avait rien demandé, on lui a plutôt demandé de se calmer. Et elle a eu du mal à se calmer. Je me souviens d'un moment très précis où l'Élysée faisait là, elle va
à se calmer un petit peu. Et elle a voulu faire une interview dans le JDD pour se calmer. Et en fait, elle a refoutu 10 balles dans la machine quand même, parce qu'elle ne voulait pas complètement reculer, parce qu'elle, pour elle, elle n'enlevait pas le fait que oui, il y a de l'islamo-gauchisme à l'université. Ça aurait été se dédier, voilà. Et Blanquer, évidemment, Ibiza, quoi. Ibiza et le colloque sur le wokisme, à un moment où bien d'autres problèmes se posaient à l'éducation nationale. Un Blanquer en plus dont on peut regarder aussi le bilan dans leur parce que c'est pas seulement un signal sur les questions islamo-gauchisme ou pas machin. En vrai, Macron il est plutôt de leur côté au fond. Toutes les déclarations qu'il a faites, y compris sur certains milieux universitaires qui veut casser la République en deux au nom de thèses, on ne déboulonnera pas de statut, etc. Macron est plutôt sur cette ligne-là, mais juste mettez-nous pas les plus pénibles. Ouais. C'est pas grave. Mais là, c'était vraiment gênant regardez l'état dans lequel est l'éducation nationale aujourd'hui. Il est sur cette ligne-là. Il y a deux trucs qui vont pas aujourd'hui. Le bilan de Blanquer, il est pas bon, même pour un Macron qui regarderait son poulain. Et c'est sans doute pour ça qu'il dégage. On peine à recruter des profs. Et puis, on enlève les maths. Et puis finalement, il va falloir les remettre. On en est plutôt à réparer les conneries de Blanquer. C'est ce que va devoir faire Pape Ndiaye. Donc, voilà, c'est des gens qui sont partis parce qu'ils n'étaient pas bons, quoi. Ils sont plus que partis. Ils sont remplacés, en tout cas Jean-Michel Blanquer est remplacé par Pape Ndiaye, qui fait bondir la droite et l'extrême droite, comme étant, selon eux. Mais pas seulement pour sa couleur de peau, parce que Pape Ndiaye, c'est un historien, c'est un universitaire, un intellectuel, qui est un spécialiste de l'histoire sociale des États-Unis, de la question des droits civiques, spécialiste de la condition noire en France également, qui est vite étiqueté comme appartenant à la gauche par des gens qui sont en désaccord avec lui. Il n'a pas encore pris la parole publiquement pour clarifier peut-être sa position sur ces sujets-là, mais c'est un signal qui est envoyé et qui est mal vécu par toute une partie de la droite qui voit quelque chose de très polémique de la part d'Emmanuel Macron. Moi, il me fascine quand même, Macron. Ah bah. Je dois l'avouer, il me fait chier, mais il me fascine aussi parce que c'est quand même exceptionnel d'arriver à faire un gouvernement qui a cette gueule-là, quoi. Enfin, là, on va avoir Clément Beaune qui va arriver. Il se retrouve avec une ministre dont il est délégué, qui est une personne de droite, alors qu'il s'affirme être de gauche. C'est l'histoire du macronisme, ça. C'est fabuleux quand même. Ça fait 5 ans. Moi, ça me fascine. Je ne comprends pas comment ces gens arrivent à se... Mais ça fait je ne comprends pas comment ça peut tenir, en fait. Ils sont venus nous l'expliquer sur le plateau de Backseat à plusieurs reprises. Ils y voient justement une qualité, on regarde par-delà l'étiquette, les compétences, etc. Je vois pas comment, à un moment donné, ça peut pas vraiment foutre la merde. Et c'est peut-être pour ça qu'il y en a un certain nombre qui ont il y a une raison pour laquelle ça fout pas la merde, c'est parce que le pouvoir est à l'Élysée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, voilà, c'est pas non plus, vertical, c'est pas un collectif gouvernemental composé de gens qui vont pouvoir chacun prendre des initiatives. Ça reste l'Élysée qui, in fine, donne la ligne et les ministres qui l'appliquent. Et donc, ils arrivent tous à s'en satisfaire plus ou moins. Et des conseillers de l'Élysée qui deviennent ministres. Comme ça simplifie quand même aussi les choses. C'était le cas de Clément Beaune, c'est le cas de Rima Abdul-Malak, la nouvelle ministre de la Culture, qui était au cabinet du président de la République. Exactement, qui était sa conseillère culture. C'est assez courant, ça, globalement, ça se fait beaucoup, non ? Ça se faisait pas avant. Passé, hein. Si, Macron lui-même a été conseiller à l'Élysée et puis est devenu ministre. C'est vrai. Dans le passé un petit peu plus ancien, ça se faisait quand même vachement moins. C'était quand même beaucoup plus des politiques qui devenaient ministres, et très rarement des gens de la société civile, mais de temps en temps quand ils étaient extrêmement spécialistes d'un sujet. Là, c'est des technos. Le fameux truc qu'on a reproché à Borne et à tout le monde. C'est très techno comme gouvernement, c'est vrai. On en avait déjà parlé la dernière fois sur Backseat. Les technos, les politiques, les politiques, à part Bruno Le Maire, qui incarne une ligne particulière. Gérald Darmanin, quand même, Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, mais du reste, je sais pas. Dupond-Moretti aussi, quand même, Dupond-Moretti, ouais. Olivier Dussopt, Damien Abad. Damien Abad, parlons-en tout de suite. Damien Abad, c'était le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale depuis 2020, à qui on a proposé du coup de devenir ministre des Solidarités. Donc voilà, c'est lui, Damien Abad, ce qui était une prise de guerre extrêmement impressionnante de la part d'Emmanuel Macron, puisque c'était un président de groupe d'opposition quand même. C'est pas un simple député, président de groupe d'opposition qui rejoint le gouvernement. Et patatras, tout s'effondre lorsque on apprend par des révélations de la presse qu'il a de Mediapart, absolument, qu'il a des plaintes qui ont été déposées contre lui par le passé, y compris récemment des signalements pour des faits présumés d'agression sexuelle et de viol, ce qui met sacrément dans l'embarras le gouvernement qui n'avait pas du tout prévu de démarrer comme ça. Est-ce que Léa, tu pourrais nous expliquer quel est cet observatoire de la violence la violence sexuelle et sexiste qui a été saisi par les plaignantes, parce que c'est passé par ce fameux observatoire. Ça a commencé avant que Mediapart balance, effectivement.
En gros, c'est une émanation du MeToo politique qui a été lancée en novembre 2021. C'est une tribune qui a été signée par 300 femmes de gauche, essentiellement, quand même, moins de droite, il faut bien le dire. J'ai aussi été signataire, d'ailleurs, co-signataire de cette tribune. Et le noyau dur des initiatrices, il y a notamment Fiona Texer, Alice Coffin, Madeleine Da Silva, Mathilde Viau, ont créé... toujours dans la foulée de cette pétition et du mouvement MeToo politique, on crée un observatoire des violences sexuelles et sexistes qui s'est transformé en association aujourd'hui et qui permettent et qui accompagne en fait les victimes de violences sexuelles et sexistes en politique lorsqu'elles ont besoin de s'adresser à quelqu'un. Pour le moment, il n'y a rien qui existe ou pas grand-chose. Soit ça existe au sein de certains partis politiques et pas tous. Par exemple, chez LR, il n'y en a pas. Il n'y a pas de cellule pour traiter des questions de violences sexuelles et sexistes. Il y en a chez LFI, il y en a chez LREM, il y en a... Europe Écologie Les Verts. C'était les premiers d'ailleurs. ELV, il y en a au PCF. PCF, je crois que c'était parmi les premiers aussi, au PS. Et il y a des cellules aussi qui existent à l'Assemblée nationale et au Sénat, et c'est assez récent, 2018 et 2019 respectivement. La première cellule qui a été créée, c'était en 2014 et c'était au Parlement européen. Donc autant vous dire que la question des violences sexuelles et sexistes, avant qu'on commence à considérer que c'était sérieux, on a mis un peu de temps et on continue à considérer que c'est pas aussi sérieux que ça finalement. Et en gros, donc cet observatoire... Alors déjà, il y avait une pétition, un engagement qui a été soumis aux différents partis politiques et personnalités politiques juste avant l'élection présidentielle en demandant est-ce que les partis politiques s'engagent à écarter toute personne mise en cause dans une question, dans une situation d'agression sexuelle, de viol. Et donc de ne pas les présenter à des élections, notamment. Et aussi de les écarter des équipes de campagne. Donc il y a certains partis qui ont signé cet engagement. ELV l'a signé, le PS l'a signé, LFI l'a signé et LREM ne l'a pas signé. Okay. Et c'est là où ça va vous sembler... vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, parce que, étant donné qu'on voit la répercussion directe que ça a eu, notamment lorsque Taha Bouaf a été accusée de viol, LFI l'a sorti en 5 jours. Je pense que c'est aussi dû à l'engagement qu'ils avaient pris lorsqu'ils ont signé cet engagement C'est l'argument qu'ils présentent, effectivement. Peut-être tu peux rappeler qui était à Bouaf. Je pense, peut-être tout le monde ne l'a pas en tête. On en avait parlé sur le plateau de Backseat, c'est ce candidat qui avait été proposé par la France Insoumise, puis débranché lorsque la cellule a été effectivement saisie par des plaignantes, par une plaignante. Et LREM ne l'a pas signé, ce qui peut peut-être expliquer aussi comment Jérôme Perra on a dû attendre des semaines et des mois pour que Jérôme Perra, quand même condamné pour violence conjugale, a mis des mois à retirer sa candidature et il a fallu attendre qu'il y ait un cafouillage de Stanislas Guerini. Non, je ne vais pas dire un cafouillage, c'est pas un cafouillage, c'est des propos honteux. C'est des propos honteux que Stanislas Guerini a remis en question une décision de justice en disant alors mais non, c'est un honnête homme, je ne vois pas faire du mal à une femme. Très bien, alors qu'il avait été quand même condamné auparavant. Et donc, ce qui explique aussi peut-être la lenteur de l'AREM de réagir dans ces cas-là, et peut-être aussi pourquoi Abad est aujourd'hui au gouvernement. Et donc, en gros, l'Observatoire pour les violences sexuelles et sexistes avait été sollicité par une femme qui les avait alertés sur le cas Abad en disant il y a eu 2 dépôts de plainte, il y a eu des agressions. Et donc, ce qu'elles ont fait, elles ont adressé des emails tant à LR qu'à LREM en disant voilà, on a cette information, voilà, vous êtes au courant. La réponse de Guerini et je ne sais plus qui est. Castaner, je crois. Tout à fait. On n'a pas reçu le mail. Désolé, j'ai pas checké mes mails à temps. Donc à temps, ça veut dire avant la nomination de Damien Abad au gouvernement. Et ensuite, c'est sorti effectivement dans la presse. Voilà. Donc, de toute façon, c'était déjà sorti dans la presse en 2017. Oui. Sauf qu'en 2017, il y avait eu un article dans Closer qui parlait de Damien Abad sans dire son nom. Ouais. Mais vous vous doutez bien qu'à LR, parce qu'à l'époque il était encore dans l'écosystème LR, dans la campagne de Fillon notamment, à LR, tout le monde savait que c'était lui. Il a été identifié grâce à cet article. Les gens s'en parlaient entre eux, les gens savaient. Et il était question de dépôt de plainte, puis de plainte retirée, etc. pour viol. Le mot était dedans, je crois. Et il y avait Thierry Solaire dans cette campagne aussi de François Fillon. Thierry Solaire qui aujourd'hui a été écarté pour les législatives, mais enfin qui est tout de même dans l'entourage et qui est quelqu'un qui est consulté. Donc il y avait des moyens de savoir pour LREM, soit des remontées n'ont pas été faites, soit la question en effet c'est est-ce qu'il savait LREM qu'il avait ça derrière.
le plus probable, pour moi, on en a parlé de Jérôme Perra la semaine dernière, c'est que tant que ça passe, ils testent. Donc la dernière fois, ils savaient évidemment pour la condamnation de Jérôme Perra, mais ils l'ont quand même présenté sur une liste d'abord au régional, ils se sont dit ça passe, donc on le remet aux législatives, on en a parlé la semaine dernière. Je pense que c'est un peu pareil pour Damien Abad. C'est pas sorti chez LR et il n'est pas encore complètement grillé, on le place. Et c'est surtout qu'on le place. Allez. Et encore une fois, comme c'est une prise. Chez LR, on le met. Oui, c'est ça, c'est une prise énorme. Et c'est vrai que ça fait chier LR parce que Damien Abad hérite du portefeuille des solidarités, qui peut ne rien dire à beaucoup de gens, mais qui en fait veut dire réforme des retraites. Ça serait. Je parle au conditionnel parce qu'il n'est pas sûr qu'il reste au gouvernement. On verra les. Voilà, comment ça va se passer dans les prochains jours. Juger, du coup. Voilà, oui, où il démissionne, où il se fait virer, etc. Mais il est censé être celui qui porte la bataille du côté du gouvernement pour cette réforme majeure du système de retraite. C'est une prise très importante du côté des Républicains. Et La République En Marche, peut-être qu'ils anticipent le fait qu'ils vont peut-être avoir besoin de quelques voix, de quelques députés les Républicains pour que ça passe à l'Assemblée nationale. Donc ils sont très emmerdés aujourd'hui, La République En Marche, avec ce sujet-là. Ils ne savent pas quoi en faire. On les voit très hésitants. Je les trouve pas tant emmerdés que ça. Tu trouves qu'ils sont moi, je les trouve très emmerdés, mais regarde le cafouillage au niveau d'Elisabeth Borne. La nouvelle porte-parole, Olivia Grégoire, dit que personne ni à l'Élysée ni à Matignon n'était au courant. 2 jours plus tard, il y a un communiqué qui dit en fait si, on était au courant. Oui, mais ils sont encore droits dans leurs bottes. Il n'y a personne qui dit que ça pose problème. Oui, mais c'est pas parce qu'ils le disent. Oui, mais non, c'est pas parce qu'ils le disent que, tu vois, quand t'es un observateur, tu regardes ça de loin, tu les vois bien très emmerdés. Il y a des journalistes qui ont des apartés et qui disent putain, merde. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont pas si emmerdés que ça, et ça m'emmerde. Le truc assez rigolo, c'est que du coup, tout le monde ne parle plus que de ce sujet, de ces accusations, et on oublie qu'il était LR. On oublie que ça fait 5 ans qu'il tapait sur le gouvernement vraiment allègrement. Ah, mais c'est impressionnant parce que vraiment, c'est LR n'a pas oublié qu'il a travaillé, parce qu'eux, ils balancent. Ils balancent à fond. C'est bon. Mais en même temps, ils sont pas non plus tout blancs dans cette histoire parce que, comme tu le disais, ils savaient, ils n'ont pas fait grand-chose non plus. Moi, je me souviens, on l'avait vu sur ma chaîne, vous l'avez suivi avec moi ces dernières années, Damien Abad, c'était le président assez charismatique, assez bon d'un groupe d'opposition qui prenait la parole à la tribune pour défendre des motions de censure contre Édouard Philippe, contre Jean Castex, qui était même plutôt talentueux. Le chat disait, putain, il envoie bien, il tabasse bien, c'est impressionnant pour un mec de droite, etc. Et boum, patatras, il veut rejoindre et ça ne passe pas. Et en même temps, je dis ça, j'en sais rien. Ça se trouve, il va rester. Bien sûr qu'il va rester. Non, c'est pas dit. C'est pas dit. Pour l'instant, s'il garde la jurisprudence Darmanin, s'il n'y a pas de nouveaux éléments de justice, c'est-à-dire s'il n'y a pas de plainte déposée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'il soit inquiété. C'est ce qu'a dit le parquet de Paris. On n'a pas de pièces, en fait, on n'a rien. On n'a pas de plainte déposée traitable. Elle témoigne auprès de l'Observatoire parce qu'aujourd'hui, elle ne veut pas rentrer dans le système judiciaire. Et en même temps, et à juste titre, parce que tu sais très bien que ça ne va pas forcément aboutir. Enfin, je veux dire, en même temps, Darmanin, il devait gérer les affaires courantes. Lui, il doit porter une réforme de transformation sociale avec tout le camp adverse en face de lui dans sa gueule. Et vous imaginez ce qui va s'écrire sur les banderoles pendant les manifs contre la réforme des retraites de Damien Abad, le violeur. C'est ça qui va se passer, quoi. Puis c'est l'accumulation. Il s'en tape, ça va focaliser dans les médias, c'est pas bon, quoi. Et c'est l'accumulation. Ça fait des années qu'on fait ça avec Darmanin. Oui, mais il y en a un, c'est une chose, mais il y en a deux. Enfin, tu vois ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a un effet d'accumulation. Est-ce que c'est pas aussi une forme de victoire dans la bataille culturelle et médiatique du MeToo politique, justement ? Ça ne passe plus. Maintenant, ça devient, on en fait un sujet, on en parle sur le plateau de Backseat comme sur d'autres. Ça ne passe plus. C'est pas, il y a peut-être quelques casseroles et puis non, mais ce qui compte, c'est l'action gouvernementale. C'est pas que j'essaie de voir la vie en rose ou de la bonne manière des choses, mais je me dis toujours que parfois, il y a des petites victoires de certains camps qui font que maintenant, ça y est, ça ne passe plus. L'opinion publique, les journalistes posent des questions, les gens manifestent, les gens se plaignent. Abad, effectivement, va avoir des manifestants tous les jours. J'en parlais justement avec Sandrine Rousseau qui me disait, avant, c'était les tous pourris. Genre les problèmes d'évasion fiscale, etc., qui ne passaient plus. Il y a eu le tous pourri, où il y a eu vraiment et c'est aussi dans cette perspective-là, dans la foulée qu'a été créée la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, etc., qui a eu des déclarations de patrimoine. Exactement, qui a eu quand même des choses qui se sont mises en place, parce que le tous pourri, au bout d'un moment, dans les médias et auprès de l'opinion publique, ne passait plus. Et là, le tous agresseur ne passe plus vraiment. Donc effectivement, on peut espérer, il y a quand même une prise de conscience, enfin, j'ai envie de dire, enfin. Parce que MeToo, dans l'absolu, la vague MeToo a débuté en 2017. On a dû attendre 2021 pour qu'il y ait une
vaguelette MeToo qui commence à prendre en politique. Et là, enfin, il y a des choses qui commencent à se passer. Donc c'est un combat pour les personnes qui mènent ça. Je veux dire, d'ailleurs, je voulais juste préciser, parce que j'ai vu dans le chat qu'il y a quelqu'un qui disait que c'était des militantes LFI qui géraient l'Observatoire. C'est faux. Ce ne sont pas des militantes LFI. Il y a une journaliste indépendante, il y a une militante ELV, il y a une collaboratrice d'élus qui n'est pas encartée, il y a aussi une élue qui n'est pas encartée non plus, et il y a effectivement une ancienne collaboratrice du groupe LFI à l'Assemblée nationale, mais c'est pas du tout des militantes LFI, c'est faux. Oui, effectivement le côté c'est piloté de loin par LFI, etc. Je préfère le préciser. Quand bien même c'est un observatoire, ils n'ont pas un pouvoir plus que de signalement de toute façon. Oui, dans tous les cas, ouais. Mais d'ailleurs, effectivement, elles le disent très bien. Elles le disent malheureusement, on a tenté d'alerter, mais en fait notre rôle ne peut pas aller plus loin que ça. On fait ce qu'on peut et ça montre bien la difficulté. On n'a pas de contact dans tous les partis ne reçoivent pas de la même manière. Et c'est une vraie difficulté, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Il faut quand même rappeler. Je pense que juste 2-3 chiffres pour que les gens comprennent un peu l'ampleur des violences sexuelles et sexistes en politique. En 2019, il y a une association qui s'appelait Chères collaboratrices, qui a été dissoute entre-temps parce qu'elles se sont retrouvées face à trop de difficultés pour pouvoir continuer à leurs activités. Donc en gros, Chères collaboratrices, c'est une association qui avait été fondée à l'Assemblée nationale par des collaboratrices d'élus, de députés, pour dénoncer justement les violences sexuelles et sexistes et puis au moins comprendre un peu l'ampleur de ces violences au sein de l'Assemblée. Elles avaient fait un sondage, elles avaient sollicité donc toutes les collaboratrices d'élus à l'Assemblée nationale en 2019. Le résultat, c'était que une femme sur 5, c'est 20%, avait dit qu'elle avait été l'objet d'agressions sexuelles, qui avait subi des agressions sexuelles. Une femme sur 5 dans les rangs de l'Assemblée nationale. C'est quand même hallucinant. C'est énorme. 20% des femmes qui travaillent à l'Assemblée nationale ont subi une agression sexuelle. Oui, agression ou harcèlement. Là, en l'occurrence, c'était agression. Agression. Harcèlement, c'est encore plus. Si tu comptes blagues sexistes, propos sexistes, etc., je crois que c'est 2 sur 3. Enfin bon, c'est une catastrophe. C'est bien, il faut le dire aussi. C'est une catastrophe. Donc, je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut qu'on adresse, c'est-à-dire, on est dans un pays où on a tendance encore, malheureusement, à faire l'association entre pouvoir et domination. Et je pense que ça, c'est un gros problème, qu'il va falloir fondamentalement le dissocier pouvoir et domination pour que les comportements de domination et d'agression cessent. En politique, c'est un véritable fléau. Et c'est aussi pour ça que le MeToo politique a pris autant de temps à prendre. Les femmes ne veulent pas parler. Moi, les femmes avec qui j'ai eu des échanges, qui m'ont raconté leurs histoires, me disent si je parle, je suis grillée à vie. Si je parle, si je vais déposer une plainte au commissariat ou si je saisis la cellule anti-harcèlement de l'Assemblée nationale, je suis celle avec qui plus personne ne voudra travailler. Et ça aura des répercussions en dehors de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Ça aura des répercussions lorsque je voudrais, par exemple, trouver un job dans le privé ou peut-être essayer de trouver un taf en collectivité ou autre. C'est un microcosme qui est tellement lié, où les liens sont tellement forts, où tout se sait, que du coup, les femmes, on leur met la pression à tel point qu'on leur dit ne parlez pas. Il y a autre chose qui est très important, et ça c'est valable c'est la famille politique. Nelly Garnier disait sur C'est ce soir la semaine dernière, la politique c'est la familia grande. Sur le plateau, c'est la familia grande, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans ta propre famille politique, si tu dénonces des actions, si tu dénonces des agressions sexuelles, tu sais que tu vas jeter l'opprobre sur le parti politique et que c'est compliqué et qu'en plus on va venir te le reprocher. Donc je pense qu'il faut aussi... En fait, il faut que les mecs arrêtent. Voilà. C'est simple, quoi. Oui, arrêtez. Il faut qu'on mette en place les... Je voudrais ajouter un petit truc parce que, évidemment, on nous parle beaucoup de la présomption d'innocence. Il n'a pas été condamné, il n'y a pas d'action. Donc, normalement, il ne devrait pas être inquiété. Et attention, le tribunal des médias... Et je l'entends, mais je voudrais juste rappeler que une dénonciation calomnieuse ou une diffamation, c'est 45 000 € d'amende et 1 an de prison. C'est dissuasif. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on utilise vraiment comme ça en se disant « Ah, on va organiser un petit coup pour déstabiliser Abad ». Non, c'est-à-dire que quand on peut raisonnablement, et je ne suis pas la justice et je ne dis pas qu'il est coupable, mais raisonnablement, quand 2 personnes qui ne se connaissent pas préalablement saisissent la même autorité, l'Observatoire en l'occurrence, pour dénoncer des faits qui sont assez similaires, il faut les écouter. C'est-à-dire que c'est pas c'est pas dit à la légère. Et je pense que c'est important aussi de rappeler qu'en 2019, il y avait 22 300 plaintes pour viol. Alors pas que en politique, hein, évidemment, globalement en France. En 2020, c'était 24 800, donc plus 11%. Donc ça veut dire que peut-être la parole aussi se libère, on porte plus plaintes. En 2019, 683 condamnations.
22 300 plaintes, 683 condamnations. Évidemment que du coup, c'est très très dur d'aller porter plainte. Donc, je pense que c'était juste, voilà. Oui, c'est ce que disent d'ailleurs les plaignantes. En tout cas, Damien Abad, lui, de son côté, a fait une conférence de presse rapide. Oui, puis une procédure judiciaire, ça coûte cher. Et Damien Abad, de son côté, lui, a fait une conférence de presse rapide depuis son département de l'Oise, si je ne dis pas de bêtises, en disant qu'il était innocent et qu'il contestait les accusations portées contre lui, qu'il n'avait pas l'intention de quitter le gouvernement, en se disant innocent. Donc, on verra. Le parquet de Paris a annoncé en l'état, il n'avait pas suffisamment de matière pour engager une procédure. Donc, statu quo pour l'instant, pas de prise de parole d'Elisabeth Borne elle-même sur ce sujet, mais elle va être obligée de s'exprimer sur le sujet. Si c'est pas au micro d'un journaliste, ce sera devant l'Assemblée nationale dès le lendemain si elle est toujours première ministre, dès le lendemain des élections législatives. Donc franchement, je vous trouve bien optimiste. Je suis désolée, mais moi, sur le fait que quelqu'un va s'exprimer, qui va potentiellement dégager. Je trouve vraiment optimiste. Moi, j'ai l'impression que sur cette question, ne rien dire. Sur cette question, elle va être prise à partie à un moment ou à un autre. Il va falloir qu'elle s'exprime. Posé aucun problème. Et Darmanin, la seule chose qu'on nous a répondu, c'est Macron qui a dit on s'est parlé d'homme à homme. Les yeux dans les yeux, oui. Plié, quoi. On verra. C'est l'argument de Guérini sur c'est un honnête homme, je le connais personnellement, Jérôme Perra. Il n'est pas capable de ça. Si j'avais le moindre soupçon, c'est le terme qu'il employait, si j'avais le moindre soupçon que cet homme maltraitait les femmes, jamais je l'aurais investi. C'est là, c'est pas un soupçon, il a été condamné. Là, pour le coup, il a été condamné. Oui, et puis ça les arrange, c'est quand ils veulent, quoi. Oui, c'était pour ça que Perra était intenable et que ça pouvait pas durer et que c'est pour ça qu'ils ont fini par le débrancher. Et après, oui, bien sûr. Et en vrai, merci Troglogique pour les 10 subs. On peut aussi se poser la question. Pourquoi il garde ce mec-là? Je veux dire, encore une fois, il est président du groupe LR. Oui, je sais, bien sûr. Oui, mais naturellement. Mais si on, c'est un coup politique, c'est stratégique. Évidemment, ça on le sait. Mais on va pas nous dire mais vous pouvez pas me laisser croire qu'il n'y a pas suffisamment de gens compétents dans ce pays pour occuper ce poste et qu'on a besoin de Damien Abad impérativement. Oui, c'est pas qu'une question de compétence. C'est pas possible, j'ajoute de mecs compétents qui ne font pas l'objet d'une accusation. Bien sûr, exactement. Je suis sûre qu'il y en a. Oui, exactement. Statistiquement, il y a plus de meufs. Mais donc du coup, voilà, ils ont cette problématique-là. Et si on revient sur Pape Ndiaye, on a une photo, la fameuse photo qui a beaucoup circulé au Conseil des ministres, où on le voit entouré de Gérald Darmanin et Damien Abad. Bienvenue, Pape. Voilà, néo-ministre de l'Éducation nationale. J'ai vu quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui disait finalement c'est une caution. On dirait un mème, quoi. Sortez-moi de là. Moi, je veux écrire des bouquins et faire des conférences. Non, je dis ça, je n'en sais rien. Pape Ndiaye, néo-ministre de l'Éducation nationale, est-ce que ça va... Est-ce que les profs ont besoin d'un symbole? C'est ça la question. Parce que j'avais vu tout à l'heure dans le chat quelqu'un qui disait oui, mais c'est juste un symbole pour acheter les voix des profs. Je ne suis vraiment pas persuadé que les enseignants aient juste besoin d'un symbole pour voter ensemble au premier tour de l'élection législative. C'est une question de compétences, d'écoute. Pape Ndiaye a annoncé qu'il se mettait dans les pas de ceux de Jean-Michel Blanquer. Il a d'ailleurs gardé le même directeur de cabinet, ce qui est un signe pas inintéressant qui montre justement une volonté de continuité. Est-ce qu'il va réussir à imprimer sa marque à l'école? Est-ce que ce n'est qu'une question de moyens ou est-ce que c'est aussi une question de style? Qu'est-ce que vous en pensez? Je fais juste une petite parenthèse. Très pertinent ce que tu dis sur les DIRCAB. Là, les nominations sont en train de tomber et il n'y en a pas beaucoup qui ont bougé finalement. Ouais, il y a des ministres qui ont bougé, mais pas de DIRCAB. C'est pas le même DIRCAB, c'est l'ex-DGESCO. Attends, non, l'ex-DGESCO, c'est... excusez-moi, pardon, c'est des discussions techniques. L'ex-DGESCO, c'était Jean-Michel Blanquer, le directeur général de l'enseignement scolaire. Non, mais c'était avant, ça. Et ça, c'était avant. En tout cas, il n'a pas choisi son DIRCAB. C'est ça de toute façon, ça, on peut le Comme la ministre déléguée aux droits des femmes, oui, c'est toujours la difficulté. Ça peut s'imposer. Pardon, c'était juste une un petite directeur de cabinet, c'est le principal collaborateur du ministre, c'est la personne qui va animer son équipe de conseillers et c'est une personne clé dans un dispositif interne au ministère. C'est quasiment l'alter ego en fait, du ministre au sein de la machine. C'est pas quelqu'un que vous voyez sur les plateaux télé, c'est quelqu'un qui bosse dans l'ombre du cabinet. Et c'est effectivement alerte jargon, je suis désolé, c'est pour ça que je précise. Un directeur de cabinet, c'est un signe politique. Lorsque vous changez de ministre, mais que vous gardez le même directeur de cabinet entre les deux, c'est le signe d'une continuation d'une politique. Il peut y avoir quand même des évolutions. Je ne dis pas que Pape Ndiaye va être le même ministre que Jean-Michel Blanquer. Peut-être qu'il va réussir à imprimer justement, mais justement, telle est ma question. Qu'est-ce qui lui permettrait d'évoluer le marquage de Jean-Michel Blanquer? Il y avait une citation, il y a un conseiller de l'Élysée là, dans le Canard enchaîné qui disait « Il fallait en finir avec le règne du surveillant général et qu'advienne le temps du professeur ». Et c'est vrai que Blanquer, c'est pas un profil de professeur, c'est un profil de directeur, de surveillant général.
Oui, mais avant, il avait dirigé les SEC, etc. Enfin, c'est le personnel encadrant, quoi, vraiment. Ouais. Là où Pap Ndiaye a donné des cours pendant des années, et encore très récemment, voilà, c'est un professeur. Lui-même est un professeur. Donc déjà, rien que ça marque une petite rupture. Et puis, il faut rappeler que Blanquer avait de très, très mauvaises relations avec tous les syndicats. Tous les syndicats de profs, de parents d'élèves, de tout ce que vous voulez, s'en battaient les couilles, s'en foutaient un peu. Mais c'était la guerre, quoi. Au point qu'il avait même essayé de monter son propre syndicat d'élèves Avenir lycéen, qui serait pour lui, avec des histoires de subventions. Enfin, il y a toute une histoire qui était très drôle à l'époque. Donc en gros, là il y a une opération un peu séduction. Reste à savoir si les profs vont rouler dans le truc et se dire bon, ok, on votera. Je sais pas si ça va avoir un impact de fou, quoi. Parce que les profs, c'est quand même 5 ans de maltraitance pour eux. Plus. Et je vous conseille la petite vidéo là, du reportage, pour prendre la mesure de ce truc-là, la vidéo du reportage qu'a fait, on l'a regardé en live lundi, qu'a fait Célia Mebroukine à Montargis, là où Blanquer va essayer de faire sa campagne voilà, des législatives. Il se présente dans une circo à Montargis. Il est mal reçu. Hein. Au niveau des profs, là, c'est vraiment... Ouais, des profs, oui. Il y a quelqu'un qui pose la question dans le chat. Est-ce que c'est déjà arrivé un ministre de l'Éducation nationale aimé par les profs? En fait, c'est ce que je vous disais la semaine dernière. Tu te sens aussi plus ou moins respecté avec Blanquer. Il ne se sentait ni respecté, ni écouté. C'est une question de dialogue. On ne peut pas juger la qualité d'un ministre simplement au fait qu'il est apprécié ou pas par les agents de son ministère. C'est plus compliqué que ça. Un bon ministre de l'Intérieur, c'est pas juste un ministre aimé par les flics. Un bon ministre de l'Éducation nationale, c'est pas juste un ministre aimé par les profs. Ça relève d'autres défis plus complexes qui parfois fait, mais ça rappelle quand même qu'il est très difficile de mener une action politique dans un ministère dont les agents te sont foncièrement hostiles. On l'a déjà vécu par le passé à l'Éducation nationale. Frédérique Vidal avec les présidents d'université, c'était un enfer. Elle a même eu des motions votées contre elle par la conférence des présidents d'université. Claude Allègre à l'Éducation nationale, c'était probablement un des pires parce que lui, il n'hésitait pas à y aller. Donc voilà, on verra ce que fera Pap Ndiaye. Moi, je ne pense pas que Pap Ndiaye va lancer de grandes réformes. Alors, il a des dossiers chauds sur sa table là, dès qu'il arrive, le recrutement des profs de maths, par exemple, le retour des maths dans le tronc commun. Mais ce sont des ajustements nécessaires sur des sujets importants, mais qui ne sont pas de l'ampleur d'une réforme du bac qui a déjà été menée, d'une réforme de l'orientation post-bac qui a déjà été menée, d'une réforme de l'entrée en CP, du dédoublement des classes qui a déjà été menée. Donc, en fait, je pense que Blanquer a fait les grosses réformes que souhaitait faire Macron et que les 5 ans qui viennent vont être des années de réconciliation, de tentative de réconciliation entre l'administration, le ministre et les enseignants. Peut-être à grands coups de symbole, je ne sais pas, mais il est très attendu. La feuille de route, quoi. Il est là pour faire quoi? C'est ça la question. Il est là pour faire quoi? On lui a dit de faire quoi? S'il faut continuer à développer l'indépendance des établissements, l'autonomie des établissements, continuer les espèces d'expérimentations bizarres comme ils sont en train de faire à Marseille. Macron tenait apparemment à ce truc-là. Est-ce qu'on poursuit dans l'expérimentation vers une école qui peut, où on met un peu les bâtiments, les établissements en concurrence les uns avec les autres? Est-ce qu'on continue en gros ce que certains syndicats appellent la casse du service public au profit d'une diversification des types de méthodes, de machin, avec des écoles en concurrence les unes avec les autres, en lien, avec des liens de plus en plus tôt avec le monde de l'entreprise dans l'éducation nationale? Est-ce qu'on part aussi vers ça? Est-ce que c'est ça sa feuille de route? Si c'est ça sa feuille de route, il le fera peut-être avec un peu plus de subtilité. Il fera des plus beaux discours que Jean-Michel Blanquer, c'est possible. Je pensais que ça a du sens du coup le fait qu'il ait un parcours aux États-Unis en fait, parce que c'est ça. Pourquoi? Les universités aux États-Unis. Ah, mais là c'est pas les universités, c'est l'école primaire. L'école primaire aux États-Unis marche pas si mal. Voilà, s'il continue, dans cette réflexion-là, plus de concurrence, davantage d'autonomie. C'est vrai qu'Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle, a montré une vraie ambition de transformation de l'école de premier degré, donc maternelle et élémentaire, vers plus d'autonomie des établissements, avec un nouveau rôle, un nouveau statut pour le chef d'établissement, qui pour l'instant est un dossier encore en jachère. Est-ce que Pap Ndiaye a pour mission effectivement d'aller au bout de cette logique-là, qui risque de beaucoup bousculer les choses, de pas forcément être suivi par les syndicats, encore que ça dépend lesquels, donc bon, honnêtement, moi je sais pas du tout, ça fait partie des choses que je vais attendre de voir. Est-ce que Pap Ndiaye va réussir? C'est marrant parce que c'est très clair pour Sylvie Retailleau, la successeur de Frédérique Vidal à l'enseignement supérieur. Elle, sa feuille de route, elle est très claire. C'est faire les réformes que n'a pas fait Vidal, c'est-à-dire la réforme des bourses et puis le financement de la recherche. Mais là c'est clair, c'est dit. À budget constant?
Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. En termes de départ du gouvernement aussi, on a vu l'affaire Jean-Baptiste Djebbari, l'ancien ministre des Transports, célèbre notamment sur TikTok. Mais au-delà de la blague, Jean-Baptiste Djebbari a quitté la vie politique. Il l'avait déjà dit par le passé, qu'il ne souhaitait pas rempiler, etc. Donc pour lui, c'était clair. Et il voulait retourner dans le privé, sauf qu'il a fait la première bourde d'annoncer un peu trop tôt qu'il rejoignait le conseil d'administration d'une entreprise du secteur des transports. Ce qui est pas top. Voilà, des voitures à hydrogène en l'occurrence. Et il s'est fait taper sur les doigts. Mais là, parce qu'il était toujours ministre et que le nouveau gouvernement mettait beaucoup de temps à être nommé. Donc c'est vrai qu'il s'était un peu précipité. Le tweet est parti trop tôt. Le plan de com était bon, c'était pas le plan de com, le problème c'était le tempo. Les gars, fallait le décaler de quelques jours. C'était le tempo et puis de vérifier s'il n'y avait pas un peu un conflit d'intérêts. Et alors l'autre truc, c'est que pareil, là ça a été recalé par la HATPV, je crois, sa nomination au sein du conseil d'administration de la CMA-CGM, qui est un géant du transport. Vous savez, CMA-CGM, c'est les paquebots. Vous voyez ça écrit en gros sur le côté des, pas les paquebots, les tankers, les porte-containers. C'est un des géants mondiaux du transport maritime. Et là, comme Alexis Keller avec MSC, dis donc. Alors MSC, c'est des croisières pour. Non, ils ont aussi des paquebots, des conteneurs. MSC aussi, ils font du conteneur. Ok, d'accord. Pas que la croisière, c'est un secteur. CMA-CGM, c'est vraiment le. CMA-CGM, c'est un géant. On est très transport, très cargo. On est très cargo. Enfin, c'est du gros tonnage. Et en l'occurrence, là, par contre, il s'est fait taper dessus. Là, la haute autorité pour la transparence a dit non. Il y a des règles claires en matière de nomination, enfin des gens qui ont eu des charges publiques et qui ensuite se recyclent. Ils lui ont donné un feu vert, enfin un feu orange sur la création d'une société de conseil, en lui rappelant les règles, en disant si tu veux créer une boîte de conseil, tu n'auras pas le droit de travailler avec des entreprises qui bossent dans le secteur des transports, parce que tu as été ministre des Transports, donc tu as eu en charge la gestion de la régulation des transports, etc. Donc c'est un cas intéressant, cette décontraction de Jean-Baptiste Djebbari. De Djebbari. Ce cool là, c'est parce que c'était sa marque un peu, c'est TikTok, ce machin, c'est moi je suis cool. Et décontraction aussi dans oh oui, je vais dans le public, je prends des décisions, puis après je monnaie ça dans le privé, je fais mon bif, je fais ma carrière, machin. Et ce qui voilà, bon, comment c'est reçu ça après derrière? Il y a des gens qui disent c'est très bien, il faut qu'ils aient une expérience du privé. Avant d'arriver dans le public, il faut aussi. C'était le sens de la réforme de l'ENA d'ailleurs qu'a voulu faire Macron quand il a dit je vais supprimer l'ENA. Qu'il a fait. Oui, mais il n'a pas supprimé l'ENA. Enfin, il a fait une réforme de l'ENA. De la haute fonction publique, ouais. Bon, il y en a qui disent c'est très bien, il faut cette mobilité, cette souplesse, et il y en a d'autres qui disent oui, mais à terme, jusqu'où quoi? Et puis ça donne quoi? Mais c'est ça qui est intéressant. Ça donne des mercenaires qui passent de l'un à l'autre, qui traitent les deux pareil, du coup, ou qui se traitent. C'est vrai que sur Twitter, on m'a fait remarquer, on m'a dit ouais, mais vous êtes gentil quand c'est des politiques de carrière qui font toute leur vie dans les fonctions politiques, ça vous saoule, et c'est vrai que ça nous saoule. Et puis quand c'est des gens qui viennent du privé et qui veulent y retourner après, ça vous saoule aussi. Du coup, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas une mauvaise question. En fait, c'est pas une mauvaise question. C'est plutôt intéressant. Quel personnel politique voulons-nous et comment éviter des conflits d'intérêts dès lors que l'on souhaite que le personnel politique vienne aussi d'autres formes de travail que seulement le parti politique, l'ENA, Sciences Po, le profil militant classique. Donc c'est une question intéressante qui ne se limite pas à celle de Jean-Baptiste Djebbari et dont, à mon avis, on va entendre parler puisque La République En Marche a fait aussi de sa marque de fabrique d'aller chercher des gens dans le privé, de valoriser le fait d'aller chercher des gens de cette société civile qui ont une expérience dans le privé et qui, pour beaucoup d'entre eux, vont souhaiter y retourner derrière. Donc la question des conflits d'intérêts est une question très intéressante. Anticor, l'association Anticor a sorti une charte très intéressante sur les législatives, donc il parle en partie de ce sujet-là, mais oui, il s'adresse spécifiquement aux députés. Mais Anticor est une association qui travaille sur ce sujet et qui fait des recommandations assez intéressantes. Je vous invite à aller les regarder sur ce sujet. C'est toute une époque. J'espère qu'à un moment, on regardera ça dans l'œil du rétro, en se disant, c'était peut-être pas le moyen le plus malin d'avoir des serviteurs zélés de l'intérêt général. Et ça nous a peut-être conduit dans quelques impasses à certains moments. Ça avait ses défauts aussi. La lutte contre le cumul des mandats a aussi montré le besoin d'avoir une vivification du personnel politique. Parce que voilà, les apparatchiks qui n'ont rien fait d'autre de leur vie que militer dans un parti ou être dans l'appareil de l'État, ça a aussi atteint ses limites à un moment. Donc ça dit quelque chose, c'est très symbolique, ça dit quelque chose de qu'est-ce qui gouverne la nation, l'État? Qui gouverne l'État? Si en effet l'État est là pour être un bon agent des entreprises, être un relais, une aide, un soutien quand ça va pas, et puis un stimulateur pour que ça aille mieux après, machin. Si l'État c'est ça, son but, c'est-à-dire qu'on a subordonné toutes les autres responsabilités de l'État à ce qu'on appelle la croissance, la rentabilité, tout ce qu'on peut attendre de bien de l'État, ils nous disent vous ne l'aurez pas ça si d'abord on n'a pas un système économique
avec où on dégage. Le PS nous a dit ça. Le PS nous disait pour redistribuer, il faut d'abord créer de la valeur. Donc beaucoup de l'énergie de l'État passe à stimuler les entreprises. Donc si les entreprises finalement gouvernent, si la logique de l'entreprise gouverne, il est logique que des gens qui viennent de l'entreprise et qui sont un peu matrixés par l'entreprise gouvernent eux aussi. Ça dit quelque chose aussi de ça. Les grands serviteurs de l'État qui se font une haute idée de l'État et de la nation, ouais, ça fait désuet. Aujourd'hui, on a des mercenaires, cool. C'est ça qui est beau. Au moins, ils sont cool, ils sont détendus, comme Jay Barry. Tout ça pour dire qu'on a un nouveau gouvernement qui vient d'être nommé, le premier gouvernement Borne, dont 14, je crois, membres sont candidats aux élections législatives des 12 et 19 juin prochains, et qu'Elisabeth Borne a fixé la règle de celles et ceux d'entre eux qui ne sont pas élus devront quitter le gouvernement, une règle qu'elle a dit qu'elle s'appliquerait à elle-même. Et tout à l'heure, en deuxième partie de l'émission, nous recevrons l'un d'entre eux, un ministre délégué en l'occurrence, Clément Beaune, qui s'occupe de l'Europe et qui est candidat. Il viendra nous parler de ce sujet-là. Entre autres, on va passer à la séquence suivante de l'émission, les amis. C'est parti pour les cartes blanches. Let's go. Merci les amis. Alors les cartes blanches. Comme chaque semaine, je vous propose, chers chroniqueurs et chroniqueuses, de venir nous parler d'un truc qui vous tient à cœur, voilà, quelque chose à dire, quelque chose à recommander, une lecture, un visionnage ou des choses à raconter. Qui veut... Et Adèle, ça dit de commencer ? Ouais. Allez Adèle, ta carte blanche cette semaine. Avec plaisir. Alors, on vient d'en parler pas mal, mais moi j'ai quand même envie de vous partager mon émotion de ces premiers jours du reste de notre vie. Le président l'a dit, il a redit, la priorité maintenant c'est l'écologie. Alors, ce ne sont pas que des mots, parce que Manu, il a commencé à agir vraiment pour sauver le monde. Il a quand même développé la plus grosse filière de recyclage de ministres de l'histoire de France. Alors, vous êtes peut-être saoulés de les retrouver, mais Le Maire et Darmanin, c'est des symboles forts. Tu vois, c'est le plastique dans le bac jaune. C'est le t-shirt sur Vinted qui sent la transpi. Ouais, c'est durable, ça, c'est l'avenir. Non, mais ce nouveau gouvernement, on nous parlait de nouvel élan, de changement, avec 2 semaines de tergiversation, de tractation, de je change, pas. En fait, Manu nous a Mbappé. Voilà. Bon, après, on a quand même une femme à Matignon, quand même. La dernière fois, c'était il y a 30 ans, c'était Édith Cresson, et elle était restée moins d'1 an. Les premiers ministres en France, en fait, c'est des éclipses solaires de la 5e République. C'est hyper rare, on en parle beaucoup, mais au final, ça change rien à ta life. Alors, quand on attendait le nouveau gouvernement, moi j'ai eu l'impression d'attendre la rentrée, tu sais, en espérant le cœur battant qu'on allait être dans une nouvelle classe. Et puis finalement, on se tape la moitié des redoublants, quoi. Et même la déléguée, Elisabeth, elle était déjà dans la même classe. Ouais, c'est vrai. Moi, je sais pas si c'est bon signe que la déléguée, ce soit une redoublante. Tu sais, genre la meuf, elle a beau avoir la tête d'une pionne, elle connaît déjà toutes les ficelles. Ouais, les retraites, ouais, c'est au programme chaque année, mais t'inquiète, on finit jamais, on n'a jamais le temps. Ah non, mais si, tu peux tout à fait te nommer ministre, même si t'es accusé de viol, ça passe, crème. Non, mais parce que désormais, on vient de le dire, hein, nous n'avons pas un, mais 2 ministres accusés de viol dans le même gouvernement. Je comprends pas le concept. En fait, Manu, il va chercher ses ministres directement dans les enquêtes de Mediapart. C'est ça le projet. Allô Edoui, tu bosses sur qui en ce moment? Non, parce que j'ai un remaniement. Donc Manu est bon en recyclage, mais le tri, c'est moins son truc. Alors, peut-être que c'est à cause de la parité. Parce que si tu n'étais pas obligé d'avoir exactement le même nombre de femmes et d'hommes au gouvernement, eh ben peut-être que tu pourrais mettre plus de femmes ministres, en fait. Et du coup, ça réduit le risque de prédation sexuelle. Enfin, c'est mathématique. Bon, après, ça augmente pas toujours la qualité de ton gouvernement. Je suis désolée, mais Marlène, Sibeth, Rachida, Nadine, bon, c'est des exemples qui sont quand même loin des Avengers. Bon, en tout cas, ce qui est bien avec cette affaire Abad, c'est que ça offre des discours d'entrée en fonction assez mémorables. Chers compatriotes, je veux rassembler, fédérer, réparer les fractures de notre pays et j'affirme avec force, que je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. C'est pas du Jaurès ou du Clémenceau, quand même, mais ça fait un bon dialogue de film américain. Et moi, j'ai le titre du film. Attention, je suis pas peu fière. Vas-y, c'est quoi? A Very Abad Trip. Bon, on n'avait jamais fait de celle-là. Pardon pour ça. Je l'avais jamais vu encore. Tu l'avais pas encore entendu? Je suis assez fière. Peut-être que je l'ai créé. Voilà. Mediapart donc a dit aussi que Stanislas Guérini, on l'a dit, avait été informé par email. Et lui, il dit qu'il n'était pas au courant parce qu'il n'a pas regardé ses emails de toute la semaine. De toute la semaine avant la nomination des ministres. Donc, quand tu attends fébrilement d'entrer au gouvernement, est-ce que c'est le moment de te lancer dans une digital detox? Je pose la question, je ne crois pas.
Donc, on est quand même sur un argument de Stanislas du niveau des enfants qui nient avoir fait pipi au lit. Tu sais, sauf que, Kevin, tes draps sont trempés et ton pyjama Batman sans l'urine. Enfin, tu passes aux aveux, ou on appelle NCIS. Speaking of mensonges, je ne sais pas si vous avez vu donc, la une du JDD consacrée à Elisabeth Borne. Dimanche dernier, je ne mentirai pas aux Français. Je ne mentirai pas aux Français, mais en revanche, les Françaises... ouais. Non, mais cette année, je vais porter la parole des femmes. Ouais. De ouf. Bon, allez, plus que 1810 jours. Bravo Adèle, merci beaucoup. Bravo pour cette carte blanche. Je précise que Elisabeth Borne, elle vapote. Et c'est pour ça que tu faisais ça, oui, c'est pour ça, c'est la ref, ou tu l'avais pas. Elle vapote, notamment à l'Assemblée nationale. Voilà. Et puis la redoublante, elle fume aussi. Et la redoublante, elle fume des clopes, donc voilà. Merci beaucoup Adèle pour cette carte blanche, c'était super, merci à toi. Qui veut y aller, Usul, Léa? Usul, vas-y. Oh, moi ça va aller vite. Tu dis ça chaque semaine, et c'est vrai à chaque fois. Donc vas-y, moi, je voulais me faire une petite revue de presse sur que dit la presse de Mélenchon, là, parce que là, il y a Mélenchon, il a fait des entretiens fleuve, il en a accordé un à Alternative économique et puis un à l'Express. Mélenchon sur le grill. Bon, donc on s'est dit ils vont poser les questions qui fâchent. Et en fait, c'est moins révélateur de ce qu'est Mélenchon que de ce qui obsède l'Express. Donc évidemment, hein, dans ces cas-là, en fait, il faut lire juste les questions. C'est ce qui est plus marrant. On dit que vous faites peur aux Français. Robespierre, Tabouaf, le communautarisme, les ouvriers votent RN, la défense enfin bon voilà, toujours un peu les mêmes questions. Vous êtes comme Poutine, machin, bon voilà. Et puis surtout, c'est encadré, de, vous savez, des articles pour prendre un peu de recul sur l'entretien central. Le premier, c'est laïcité, universalisme, le grand flou. Ensuite, c'est Mélenchon est un jacobin. On se dit, ça va parler de politique un petit peu. Mais communautariste dans son programme politique. Donc, on retourne sur les Arabes quand même un moment. Voilà, bon. Ça en dit beaucoup sur ce qu'est l'Express. Donc, l'entretien n'est pas si intéressant que ça. Par contre... Il n'y a pas que l'Express, ouais. Dans Libération, papier plus intéressant, j'ai trouvé, c'est la une de Libération aujourd'hui, les meilleurs ennemis. Et mine de rien, il y avait quelques réflexions dans ces papiers que je ne m'étais pas faites sur à quel point c'est vrai que Macron et Mélenchon se ressemblent. Alors il paraît qu'ils se respectent, il paraît qu'ils s'envoient... c'est pas des potes non plus, quoi, n'exagérons pas. Mais enfin, il y a une espèce de respect républicain entre les deux bonhommes qui ont des points communs. Par exemple, les deux... ont pillé le PS à leur manière, finalement. Et ça rapproche, hein. Ça crée des liens. Les deux ont niqué Hollande quelque part, en fait, finalement. Et puis, c'est vraiment ils ont chacun leur formation politique très centrée autour d'eux, où on peut adhérer en ligne, qui est plutôt un mouvement, pas vraiment un parti. Enfin, à la base, c'était comme ça. Et il y a vraiment pas mal de points communs et ils incarnent tous les deux, à mon sens, ça c'est moi qui ai peut-être rajouté ça, ils incarnent tous les deux facettes de notre République, une tension qu'il y a toujours eu dans la République française, entre la République sociale et populaire, qui se réclamerait de la commune aussi, de cette tradition-là un peu plus insurrectionnelle, qui se revivifie dans le peuple et son intervention, et la République conservatrice, qui aime l'ordre, la République bourgeoise, la République marchande, celle qui a fait fusiller les ouvriers de la commune, par exemple. Donc les Versaillais. Et ils incarnent tous les deux un petit peu, très bien en fait. Ils incarnent très très bien ces deux facettes-là et cette tension qu'il y a, cette contradiction qu'il y a dans notre République. Et le portrait se termine sur le fait que Mélenchon, qui reconnaît que Macron est fort, et pour cause, ça fait quand même 2 fois qu'il se fait plier par Macron, donc il reconnaît que Macron est très fort, mais il dit, par contre, ça va peut-être pas, sa politique là, ça peut pas continuer à marcher avec les enjeux qui vont arriver, et crise écologique, les crises sociales que ça va entraîner, les trucs comme ça, ce système du chacun pour soi, et quand la foule s'énerve un peu, on tire dessus. Il y a un moment, il va refalloir une cure, si tu veux. S'il y a une tension, c'est qu'il y a un équilibre. S'il y a un déséquilibrage, l'histoire nous a montré qu'il y avait un rééquilibrage dans l'autre sens au bout d'un moment qui arrivait. Ça s'appelle un backlash à un moment. Donc à ce moment-là, peut-être que la République aura à nouveau besoin de quelqu'un comme Mélenchon. Donc à lire dans Libé ou dans l'Express, du coup. Non, l'Express, c'est nul. Hein. Ça, c'est de la merde, vous pouvez vous en dispenser. Non, moi je trouve ça intéressant qu'on lui pose ces questions-là. Lisez Libé, Lisez Libé, ouais. Merci beaucoup, Usul, pour cette carte blanche. Merci beaucoup pour cette reco. Léa. Bonsoir. Bonsoir.
Moi, je voulais vous parler d'une petite série dont Jean a déjà parlé sur sa chaîne, donc ça fait peut-être un peu doublon, mais quand même, j'avais envie d'en parler parce que j'ai trouvé ça vraiment charmé. C'est une série qui s'appelle Parlement qui décrit en fait les premiers pas d'un assistant parlementaire au Parlement européen, et c'est assez génial parce que du coup, déjà, tous les personnages que vous voyez à l'écran, notamment, sont archi taffés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... tous les personnages sont vraiment super intéressants et ont tous leurs particularités. On voit aussi le backstage, en fait, du Parlement européen, ce qui est quand même assez fascinant. Et toutes ces contradictions, toute sa complexité aussi, et comment, quand tu débarques là-dedans, tu te dis « Oh merde, qu'est-ce que je fous là ?» Et il le fait merveilleusement bien, l'acteur en question. Il y a la deuxième saison qui est sortie récemment. Je l'ai enfin trouvé, hein. La dernière fois, j'ai galéré, mais ça y est, j'ai trouvé. J'ai mis 3 jours, mais... Elle est sur Plus. Non, putain, recommencez pas. Hein. Je l'ai fait avec la télécommande de la télé. Non, vas-y. Ouais, c'était vachement bien. J'y suis arrivée. Et donc, bref, c'est une série qui est réalisée par Émilie Noblet et Jérémy Sain, ou Sain, je sais pas comment on dit, mais peu importe. Et c'est vraiment super sympa. Et je trouve que c'est assez didactique dans le sens où on apprend plein de choses aussi sur comment fonctionnent les institutions. Donc, moi, j'ai aussi un problème, c'est que je m'intéresse qu'à la politique globalement. Donc, du coup, je regarde pas de séries sauf si ça parle de politique. Donc là, enfin, comme il y en a eu 3 en tout depuis toute l'histoire des séries, là, c'est la 4e, ça fait du bien. Et je vous la recommande vivement, notamment pour comprendre un peu à quoi ça ressemble l'Union européenne et à quel point tu peux te sentir seul quand tu débarques dans cette instance et dans les instances donc de l'Union européenne, notamment le Parlement européen, et c'est vraiment super chouette. Donc voilà. Merci beaucoup Léa. Merci beaucoup Léa pour cette recommandation. Et c'est vrai qu'on en a parlé 1000 fois sur ma chaîne de cette série Parlement. J'ai moi-même eu un partenariat avec la série Parlement. J'ai interviewé le cast, etc. J'en ai parlé plein de fois et tout. Et François cette semaine, qui travaille pour Backseat, a essayé de demander si on avait le droit de diffuser quelques images, notamment de Clément Beaune qui joue dedans. Et apparemment c'était l'enfer, c'était pas possible. Genre, on a fait le maximum, on fait de la promo pour cette série depuis un mois, mais on peut pas utiliser 5 secondes d'image. Allez-y, on doit se franchement, vous êtes chiant. Bon, est-ce que vous avez vu que tu parlais de série politique, il y aura peut-être une nouvelle saison de Baron Noir? Ah bon? Ça a été annoncé ça? Je l'ai vu sur si un tu article dis CNews. Un article CNews, d'accord. Donc bon. Que tu lis religieusement. Bien sûr. Moi, je voulais vous parler, cette semaine, j'ai quand même une carte blanche, que je voulais vous parler d'une chaîne YouTube que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas. C'est un bonhomme qui s'appelle Istoni. Istoni est un YouTuber qui parle d'histoire, comme le dit peut-être un petit peu, comme l'indique un petit peu son nom. Et c'est un YouTuber histoire qui est là depuis longtemps. Ça fait un bout de temps. C'est un taulier de la vulgarisation sur YouTube. Et il continue. Istoni est un passionné d'histoire qui a fait tout un tas de séries de vidéos très longues. Vous le voyez sur ce type de format de vidéo. Il est face cam. Il parle en continu. Il a quelques extraits d'images pour illustrer mais du reste est en fait assez dépouillé. Il parle très longuement. C'est très sourcé. C'est un mec qui bosse énormément ses sources, qui va chercher beaucoup d'informations. Il a fait une très longue série fascinante sur la Révolution française. Super intéressante, où tu réapprends, où tu apprends beaucoup de choses, beaucoup de subtilités de l'époque et tout. Il a une approche très subtile. Il est orienté à gauche et il ne s'en cache pas. Donc c'est assez aussi intéressant de le savoir quand tu l'écoutes, mais il l'apporte quand même avec beaucoup d'intelligence, ça s'écoute très facilement. Il est également passionné à titre personnel, il a fait un travail de recherche sur l'histoire du Titanic. C'est un passionné du Titanic, de son histoire, il a même travaillé lui sur le sujet. Il a fait des vidéos sur le sujet que j'ai trouvé fascinantes parce qu'on va bien au-delà de l'accident du Titanic, un truc sur cette époque particulière du transport transatlantique, ses compagnies, c'est une époque particulière, donc super intéressant. Il a même fait un live récemment avec Nota Bene où il visite le Titanic en reproduction 3D. Super intéressant, t'apprends un milliard de trucs. Moi j'ai regardé ça en bouffant des popcorn, c'était génial. Et là il est en train de faire une série de vidéos sur l'histoire politique française du 19e siècle. Super intéressant. Si vous avez rien compris à ces histoires de restauration, révolution, république, machin, regardez cette série, ça se regarde très facilement, c'est plein d'intelligence et tout. Donc voilà, Istoni, je recommande, allez checker, c'est trop cool. Ouais, la force d'Istoni, c'est qu'on peut se dire c'est juste un mec face caméra, mais en fait il a tellement bossé qu'il n'y a pas une phrase en trop et le plan est nickel. C'est un universitaire à la base, c'est un mec qui a un doctorat en histoire, sur les questions d'ailleurs de transatlantique et de machin. Exactement. Mais donc du coup voilà, c'est extrêmement bien construit et voilà, il n'y a pas une phrase en trop. Les amis, comme chaque semaine, nous avons le plaisir de recevoir sur Backseat une personnalité qui nous inspire sur Internet et qui vient répondre à nos questions.